Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau programme de New World Soir pour cette semaine. Le décryptage de l'actualité pour ouvrir, on s'intéresse aujourd'hui à la Mauritanie où l'Union africaine s'est réunie depuis hier dimanche en sommet, 6 mois après le début de la présidence de Paul Kagame. Nous allons évoquer le sujet avec notre éditorialiste Didier Assoba. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel et bonsoir aux téléspectateurs. Alors je le disais, les dirigeants de l'Union africaine se sont réunis dimanche à Nouakchott pour un sommet axé sur le renforcement de l'intégration continentale, un des chantiers engagés par le président rwandais Paul Kagame au moment où l'Afrique est confrontée à l'exode de sa jeunesse. C'est un sommet historique qui s'ouvre pour la première fois dans ce pays fondateur de l'Union africaine qu'est la Mauritanie. D'abord Didier Assoba, est-ce que les 6 mois de présidence qu'assume Paul Kagame ont été exceptionnellement marqués par des faits historiques? Oui, des faits historiques, c'est d'abord de voir que Kagame prend la présidence de l'Union africaine et qui engage un certain nombre de travaux, notamment réduire drastiquement le financement du budget de l'Union africaine par d'autres partenaires, notamment l'Union européenne et d'autres partenaires, la Chine notamment, qui financent le budget de l'Union africaine à hauteur de 50%. C'est une honte pour le continent africain. Et donc ce que ne conçoit pas véritablement le président rwandais, qui a donc mis sur pied un projet qui devrait permettre donc de réduire le financement extérieur et donc permettre aux pays africains eux-mêmes de financer le fonctionnement et les programmes de l'Union africaine avec la taxe, on va dire, de 0,2% sur les importations au niveau de chaque pays. C'est déjà un premier projet qui permet, en fait, de sortir la dépendance, de sortir l'Union africaine de sa dépendance vis-à-vis des autres organisations. On citerait également la création de la zone économique de libre-échange, qui est également une révolution à mettre à l'actif de la présidence de Kagame. Et on signale que 44 pays africains avaient déjà signé ce projet-là lors du sommet extraordinaire organisé à Kigali. Reste quelques réticents, mais on signale que au cours de ce sommet à Nouakchott, certains pays devraient également signer et d'ici la fin de l'année, attendre à ce qu'un nombre important de pays africains ratifient cette convention-là de création de la zone économique de libre-échange. On citerait également le marché unique de transport aérien africain, qui sont des chantiers engagés par Paul Kagame et qui veut remettre véritablement l'Union africaine sur le chantier du développement économique. Mais on citerait également que c'est toujours sous sa présidence que les problèmes ont commencé, enfin, se sont amplifiés avec l'exode massif des jeunes africains vers l'Europe qui meurent dans la Méditerranée et qui sont pour la plupart vendus comme des esclaves en Libye. Et en Libye, on citerait également l'Algérie et même la Mauritanie, qui abrite le sommet de l'Union africaine, n'est pas exempt de ces faits d'esclavagisme vis-à-vis des Noirs africains qui vivent là-bas, et donc qui sont même des citoyens mauritaniens, parce qu'il y a une partie de la Mauritanie qui est composée véritablement de Noirs qui sont soumis à ce fait de l'esclavage. Et donc voilà ces faits qu'on peut citer et énumérer lors des 6 mois de la présidence de Paul Kagame, et nous espérons que, comme il a commencé, il pourrait agir dans ce sens-là, et que le sommet qu'on voulait intégrateur de l'Union africaine, on pourra organiser d'autres sommets sur ces sujets-là cruciaux qui ne sont pas évoqués actuellement à Nouakchott. Alors ça veut dire que tous ces chantiers engagés par Paul Kagame, ce n'est pas les sujets qui vont manquer à l'ordre du jour de ce 31e sommet? Non, évidemment, ces sujets ne manqueront pas, et 3 de ces sujets sont sur la table, notamment, comme je venais de le dire, la zone économique de libre-échange, le financement du budget de l'Union africaine et puis de ces programmes. N'oubliez pas que tous les programmes jusque-là
conçus par l'Union africaine et sont mis en œuvre, dans leur mise en œuvre, sont financés à 97% par d'autres partenaires qui ne sont pas du continent africain, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, la Chine et d'autres encore. Et il faut rompre avec tout ça pour permettre aux pays africains et à l'Union africaine d'être indépendante et donc de facto aux pays africains de rester indépendants. Et donc, ce sujet-là également sera évoqué et on parle de l'intégration du continent. On parlera notamment de cette zone économique de libre-échange, du budget de l'Union africaine, mais d'autres sujets politiques notamment. On parlera également du Soudan du Sud. Qui défraie la chronique sur ces dernières années, les conflits entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar qui n'en finit pas. Et donc il faut que tous ces sujets-là soient évoqués et permettre au continent africain d'aborder, on va dire, sereinement à l'avenir. Alors, on constate, les dirigeants africains font des sommets, se retrouvent entre eux, discutent des sujets. Je veux prendre par exemple le sujet des crises dans certains pays, mais fondamentalement, rien ne change. Oui, fondamentalement, rien ne change. C'est que le problème avec l'Union africaine, est-ce que il faut retourner à la charte même de cette union. Est-ce que c'est une charte qui, à la base, voulait régler des problèmes politiques? À mon sens, ce n'est pas ça. On voulait créer une union africaine. Certains présidents avaient voulu révolutionner cette union pour devenir une unité africaine, devenir les États-Unis de l'Afrique. Et ces présidents-là se sont pour la plupart fait zigouer ou éliminer ou battu. On a mené des campagnes contre eux pour les battre chez eux pour que leurs idées ne prospèrent pas. Donc, c'est de créer l'union, reste une union où les chefs d'État se retrouvent, échangent entre eux, se donnent des audiences et parlent de quelques sujets économiques et de quelques sujets sociaux, et puis ça s'arrête là. Aujourd'hui, l'Afrique, le problème majeur de l'Afrique reste des crises politiques. Sur la plupart des pays, on voit que l'instabilité est due d'abord aux crises politiques en interne. Et il va falloir que l'Union africaine prenne la mesure de la situation et prenne son courage pour une fois se prononcer ouvertement sur des crises, un peu comme on l'envoie au niveau de la CEDEAO, qui est un protocole politique, protocole additionnel, donc qui est essentiellement politique sur la démocratie et le droit de l'homme et la bonne gouvernance. Il va falloir qu'on en arrive au niveau de l'Union africaine, un protocole du genre qui permette au président qui, lorsque ils se réunissent lors de ces sommets-là, se prononcent clairement et ouvertement sur des crises politiques dans des pays, et s'il faut même la force, on parle d'une force militaire, et permettre les interventions comme l'Union africaine en envoie lors des conflits. Il ne faut pas forcément envoyer des forces d'intervention lors des conflits, mais envoyer des missions pour que des crises politiques qui débouchent forcément sur des conflits sociaux, communautaires, et on va dire on ne le souhaite pas. On a vu le génocide au Rwanda, et ce qui se passe actuellement en Centrafrique n'est pas loin d'un génocide non plus. Et donc l'Union africaine se doit à ce jour de se doter d'un texte purement politique qui lui permette d'intervenir dans des crises politiques et s'il faut imposer des décisions, des recommandations qui doivent amener les uns les autres à se raviser pour que, pour une fois, l'Afrique connaisse sa stabilité sur tous les plans. Alors, sur l'autre sujet phare, c'est-à-dire l'indépendance financière, même le budget de l'Union africaine l'avait rappelé, à 50%, c'est d'autres partenaires qui financent ce budget. Aujourd'hui, on veut imposer une taxe de 0,2% sur les importations. Déjà que les États ne s'acquittent pas de leurs cotisations, comment est-ce que ce projet de taxe peut prospérer dans ces conditions ? Oui, évidemment, pour y arriver, il faut quand même, ce qu'on peut dire, c'est que Kagame a le mérite d'initier cela. En attendant de voir les États devenir des bons élèves en matière de paiement de leurs cotisations, de leur part, il faut quand même qu'on va au-delà. C'est pas, même si tous les États donnaient leurs cotisations
comme il fallait, ça ne suffirait absolument pas à dérouler le programme de l'Union africaine et également à assurer d'abord le fonctionnement même des institutions de l'Union. Et donc il faut qu'on initie, qu'on va au-delà des cotisations et cette idée-là d'imposer une taxe de 0,2% sur les importations, à mon sens, eh bien parce que les importations, c'est des produits extérieurs, c'est des produits d'autres continents qu'on exporte sur le continent et après, bon, les Africains achètent, consomment et après ça n'apporte rien au continent. Si on peut imposer cette taxe-là à ces produits venus de l'extérieur, c'est vrai que ça peut revenir un peu plus cher aux Africains, mais en même temps, les exportateurs, les sociétés qui exportent et les pays qui fabriquent cela pourront contribuer indirectement à renflouer les caisses de l'Union africaine qui pourra désormais dérouler ses projets, ses programmes et pour les biens des Africains. Donc je pense que même si d'aucuns penseraient que les 0,2% c'est peu, je pense que c'est déjà quelque chose. Il faut toujours commencer quelque part et maintenant veiller à ce qu'au niveau de tous les pays du continent, cette taxe-là soit véritablement collectée et ça reviendrait peut-être à l'Union africaine de définir une politique qui lui permettrait de regarder directement dans les caisses de ce qui rentre, forcément pour que la collecte soit optimale, pour que la caisse, le budget, soit véritablement réuni, pour que les programmes et le fonctionnement de l'Union soient assurés. Mais comment comprendre que 54 pays soient incapables de financer une union? Non, c'est une manque de vision. Il faut le dire, c'est une manque de vision. C'est pour ça que je le disais un peu plus tôt, à la création de l'Union africaine, quelle était l'ambition? Est-ce que l'ambition, ce n'était pas pour de donner une occasion au chef d'État du continent et de gouvernement du continent qui trouve une occasion annuelle de se voir entre eux, de papoter, de rien du tout, et puis d'arriver à pondre un communiqué laconique, bidon des fois, qui ne dit absolument rien, et bon, qui rejoignent leur pays respectif, et puis tout s'arrête là. Pendant plusieurs années, c'est ce à quoi on a assisté de toute façon. Et donc pour moi, il n'y avait pas de vision derrière, jusqu'à ce que Kagame ne vienne actuellement pour imposer, pour proposer un certain nombre de choses que des gens ont trouvées prenables, avantageuses pour l'Union aujourd'hui. Et tant mieux, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Aujourd'hui, c'est tard, mais c'est mieux que d'attendre éternellement et que les 54 pays soient incapables, évidemment, de contribuer et de financer le budget du fonctionnement de leur union. Un certain nombre d'institutions, il n'y en a pas beaucoup, mais peu, et on n'a pas les moyens de payer les fonctionnaires de l'union, de s'offrir d'abord un siège, de s'offrir les matériels. Et donc c'était un peu ridicule, mais c'est mieux que cette fois, il y ait une vision qui permette aux pays africains de contribuer à la collecte du budget de l'Union africaine, et qui permettrait, ce budget qui devrait permettre de mettre sereinement en œuvre les programmes et les projets que l'Union se donne d'exécuter. Et puis il y a aussi un grand sujet qui est en cours d'être évoqué, c'est les questions de sécurité, notamment le terrorisme. Et le G5 Sahel, cette force de 5 États pour lutter contre le terrorisme aussi, souffre justement de ce problème de financement. Et c'est la France qui doit venir à la rescousse. Oui, est-ce que les Africains, les pays africains, le G5 Sahel, est-ce que c'était les pays africains qui voulaient créer ça? Non, c'est la France, c'est une idée venue de la France, et puisque les États concernés eux-mêmes se trouvent démunis face à la situation du terrorisme, et donc n'ayant même pas encore les moyens de boucler leur budget de fonctionnement, de leur budget annuel, ne peuvent pas se permettre ce luxe-là de créer un groupe militaire budgétivore dont ils n'ont pas les moyens. C'est une idée venue de la France. Ils sont obligés de s'en remettre à la France qui doit contribuer énormément. Bon, il y a également la Banque mondiale qui vient, d'autres partenaires également dans une moindre mesure. Mais véritablement, c'est que l'Afrique a des problèmes. Des problèmes, bon,
sur ce point précis, le problème de terrorisme, l'Afrique se trouve être victime parce que les Français ont dû intervenir en Libye et que le problème est venu. L'Afrique est victime et la France doit payer, doit payer pour cela. Mais après, c'est nous qui sommes victimes, quoi. Il faut qu'on réfléchisse autrement et s'il y a contribué au budget du G5 Sahel aujourd'hui pour son meilleur fonctionnement, il faut que l'Union africaine réfléchisse et ne pas laisser seulement la responsabilité aux 5 pays concernés dans ce cas d'espèce. Il faut que l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, la CEAC et d'autres organisations du continent contribuent. On peut citer également la Banque africaine de développement, contribue au budget du fonctionnement du G5 Sahel parce que si l'Afrique de l'Ouest s'embrase, les terroristes iront également dans d'autres parties du continent et ce n'est pas bien du tout pour le continent. Didier Assogba, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci à toi ici, merci aux téléspectateurs. La pause maintenant et après on retrouve l'invité de ce jour.